Sa main était encore posée sur son manteau lorsqu'elle réalisa que l'homme qui attendait dehors n'était pas là pour conduire. Il était là pour tuer. Elle se pencha vers lui et murmura, « Votre chauffeur a une arme. Ne monte pas dans la voiture. » Et l'homme le plus dangereux de la pièce est resté complètement immobile. Ce qu'il a fait ensuite ne lui a pas seulement sauvé la vie. Cela a déclenché une guerre silencieuse. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne rien manquer de la suite. J'ai une autre histoire inoubliable à vous raconter demain. Et tant que vous êtes là, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez. J'adore voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde. Bon, revenons à notre histoire. Les mains d'Anna se stabilisèrent lorsqu'elle attrapa le manteau de Casper Desmond, dont la laine conservait encore la fraîcheur de la nuit de février. Il restait 40 minutes avant la fin de son service. 40 minutes pendant lesquelles elle avait repassé en boucle ce qu'elle avait vu dans cette ruelle, le pistolet passant d'une main gantée à une paume tremblante, les silhouettes encapuchonnées se fondant dans l'ombre. Mais ce moment était différent. La salle à manger principale du restaurant bourdonnait des conversations tranquilles de personnes qui ne regardaient jamais les prix. L'air était chargé d'huile de truffe et de vin vieilli, souligné par quelque chose de plus sombre. La présence de Casper. Le bois de santal et le danger remplissaient l'espace autour de lui comme un périmètre invisible. La lumière des bougies des appliques en cristal éclairait les contours de son profil, net et maîtrisé, illuminant le sol ciré qu'Anna avait balayé quelques heures auparavant. Le lustre au-dessus de sa tête projetait des fragments de lumière ambrée sur ses épaules, chaque cristal valant plus de 6 mois de son salaire. « Tout est à votre convenance ce soir ?» demanda Anna, d'une voix professionnelle et exercée. Casper leva les yeux alors qu'il boutonnait son manteau, ses mouvements délibérés, sans hâte, ses cheveux noirs parfaitement lissés en arrière, le menton rasé de près, sa chemise blanche impeccable sous sa veste de costume noir. Ce n'était pas l'homme dont tout le monde parlait à voix basse. À le regarder, on aurait dit quelqu'un qui terminait un repas banal. Mais Anna avait rapidement appris que l'immobilité pouvait être plus dangereuse que le mouvement. Elle lissa le revers, ses doigts effleurant le tissu coûteux, et aperçut la voiture noire qui s'avançait à travers les portes vitrées. La même berline de luxe, le même homme au volant qu'elle avait vu appuyé contre le mur de briques 30 minutes plus tôt, une arme enfoncée dans sa main. Son pouls battait à tout rompre 6 heures plus tôt. Anna était arrivée à 15 heures, le service de l'après-midi s'étirant comme tous les mardis. La table 12 voulait de l'eau. La table 7 voulait diviser l'addition en 4. La table 3 demandait si le saumon était sauvage, et Anna souriait comme elle le faisait toujours, avec professionnalisme et chaleur, tout en calculant les pourboires dans sa tête. Le loyer était dû vendredi. Son frère avait besoin de livres pour le semestre de printemps. La voiture avait encore fait ce bruit grinçant ce matin. Elle se déplaçait dans la salle à manger avec une efficacité acquise par l'habitude, sa queue de cheval se balançant tandis qu'elle pivotait entre les tables, son tablier blanc noué soigneusement à la taille, reflétant la douce lumière. Les autres serveurs se précipitaient. Anna glissait. C'était la différence entre survivre à un service et le maîtriser. À 20h30, la foule du soir s'était installée pour l'entrée. Le rythme de la cuisine s'était stabilisé. Le bruit du bar s'était atténué pour devenir un murmure sophistiqué. C'est alors que Casper Desmond entra. Anna le remarqua immédiatement, non pas parce qu'il s'était annoncé, mais parce que la salle avait changé. Les conversations ne s'étaient pas arrêtées, mais elles s'étaient adaptées. L'hôtesse se redressa. Le sommelier apparut sans avoir été appelé. Même le chef de cuisine jeta un coup d'œil par la fenêtre, hocha la tête une fois avant de retourner à son poste. Casper traversa le restaurant comme de l'eau, trouvant son niveau. Inévitable et imperturbable. Costume sombre, sans cravate, manteau drapé sur un bras. 36 ans, peut-être 37. Avec un visage qui ne trahissait rien et une démarche qui suggérait qu'il avait oublié ce qu'était l'hésitation, il choisit une table dans un coin, commanda sans ouvrir le menu et mangea seul. Anna n'était pas affectée à sa section, mais elle l'observait comme elle observait tout, cataloguant, évaluant, comprenant. En 3 ans de service en salle, elle avait appris à lire les gens plus vite qu'elle ne lisait les plots du jour. Casper Desmond ne s'agitait pas, ne regardait pas son téléphone, ne scrutait pas la salle en quête de validation. Il était simplement là. 1 heure plus tard,
la poubelle de la cuisine débordait. « Anna, tu peux t'en occuper ?» demanda Miguel depuis l'évier, les coudes plongés dans la mousse. Elle sortit le sac lourd de son conteneur, le noua et poussa la porte arrière pour sortir dans la ruelle. L'air froid lui frappa le visage, vif et pur. Après la chaleur du restaurant, elle tourna à gauche vers la benne à ordures, ses chaussures frottant contre le trottoir mouillé. C'est alors qu'elle entendit les voix, basses, pressantes, inquiétantes. Anna se figea, le sac poubelle toujours à la main, et se plaqua contre le mur de briques. À 6 mètres de là, 3 silhouettes vêtues de sweats à capuche sombre entouraient un quatrième homme. Même dans la faible lumière de l'unique ampoule suspendue au plafond, elle pouvait voir sa terreur. « Maintenant, » dit l'une des silhouettes encapuchonnées d'une voix neutre et définitive. « Pas de retard, pas d'excuses. Quelque chose de métallique brilla entre eux. Un pistolet changeait de main. « Je ne peux pas. » L'homme effrayé sursauta. « Tu le feras ce soir ou ta famille apprendra ce qui arrive quand on ne paye pas ses dettes. » Les mains de l'homme tremblaient lorsqu'il accepta l'arme, la glissant dans sa veste avec les mouvements mécaniques de quelqu'un qui n'avait plus le choix. Anna eut le souffle coupé. Elle aurait dû bouger, partir, faire semblant de n'avoir rien vu. Au lieu de cela, elle mémorisa les visages, les tailles, la façon dont le chef se tenait. Le poids sur sa jambe gauche, la montre au poignet de l'homme effrayé était coûteuse, en décalage avec sa peur. « La cible part à 22 heures, continua le personnage encapuchonné. « Tu conduis, tu finis ça. Compris? » L'homme effrayé acquiesça, vaincu. Les personnages se dispersèrent dans l'ombre, le laissant seul avec ses mains tremblantes et sa tâche impossible. Anna attendit que la ruelle se vide, puis marcha jusqu'à la benne à ordures sur des jambes qui semblaient déconnectées de son corps. Elle jeta le sac poubelle à l'intérieur, le bruit résonnant trop fort dans le silence soudain. Lorsqu'elle revint dans la cuisine, Miguel lui demanda si elle allait bien. « Ça va, mentit Anna. J'ai juste froid, mais son esprit tournait à toute vitesse, rassemblant les fragments. La cible part à 10 heures. Il était 9h45. Quelqu'un dans ce restaurant allait mourir ce soir, et l'arme était déjà en mouvement. Elle poussa les portes battantes pour entrer dans la salle à manger, scrutant les tables avec une nouvelle urgence. Qui était assez important pour être tué? Qui était assez dangereux pour justifier la présence de 3 hommes armés dans une ruelle? Puis elle vit la voiture noire s'avancer à travers la vitrine. Une berline de luxe, des vitres teintées et au volant, l'homme effrayé de la ruelle. Anna eut le cœur qui se serra. Elle se retourna, suivant la trajectoire du service, et le trouva. Casper Desmond, debout, enfilant les manches de son long manteau noir, s'apprêtant à partir seul, sans garde du corps, sur le point de se diriger droit vers un assassinat déguisé en simple trajet en voiture pour rentrer chez lui. Personne d'autre ne le voyait. Personne d'autre ne pouvait le voir. Seule Anna le savait. Elle avait peut-être 30 secondes avant qu'il n'atteigne la porte. 30 secondes pour choisir entre le silence et la survie. La sienne et peut-être la sienne. Anna bougea. Elle traversa la salle à manger avec détermination, sans précipitation, et l'atteignit juste au moment où il ajustait son col. Ses yeux rencontrèrent les siens, froids et évaluateurs, une question se formant avant qu'elle ne lui laisse le temps de la poser. « Permettez-moi, » dit Anna doucement, en tendant la main vers son manteau. Ses doigts lissèrent le tissu sur ses épaules, avec professionnalisme et précision. Elle se pencha vers lui, sa voix se réduisant à un murmure que lui seul pouvait entendre. « Votre chauffeur est armé. Ne montez pas dans la voiture. » Casper Desmond se figea, puis, lentement, sa main cessa de se diriger vers la porte. Casper ne tourna pas la tête, ne réagit pas. Sa main s'arrêta simplement à ses côtés, ses doigts effleurant à peine la poche intérieure de son manteau, où Anna soupçonnait qu'il gardait autre chose que son portefeuille. « Répétez ça, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, les yeux toujours fixés quelque part derrière son épaule, vers l'entrée. Le cœur d'Anna battait à tout rompre, mais ses mains restaient fermes, continuant à ajuster le col comme s'il ne s'agissait que d'un service exceptionnel. « Votre chauffeur, la berline noire dehors, il a une arme. Quelqu'un l'a forcé à la prendre il y a 30 minutes dans la ruelle. Pendant 3 secondes, rien ne se passa. » Puis Casper serra les mâchoires de manière presque imperceptible et leva la main pour recouvrir la sienne, pas brutalement, mais avec suffisamment de pression pour immobiliser ses mouvements.
Pour quiconque observait la scène, cela ressemblait à un gentleman calmant une serveuse trop zélée. Pour Anna, c'était comme être maintenue en place par quelque chose d'immuable. Vous avez vu ça? Ses yeux rencontrèrent enfin les siens. Ils étaient plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Plus froids. Je l'ai entendu. Je les ai vus. 3 hommes cagoulés. Ils lui ont dit de terminer un travail ce soir, sinon sa famille en paierait le prix. La voix d'Anna resta calme, professionnelle, comme si elle discutait d'accords Metvin. Il ne voulait pas le faire, mais il a pris l'arme quand même. Casper lâcha sa main et recula d'un petit pas, son expression passant de l'évaluation au calcul. Il jeta un coup d'œil vers l'entrée où la berline tournait au ralenti, son pot d'échappement crachant de la fumée dans l'air de février. Le conducteur était assis immobile derrière le volant, attendant. « Recule !» dit Casper doucement. « Va dans la cuisine. Reste là. » Anna ne bougea pas. Il est terrifié. Celui qui le force à faire ça. « Je t'ai dit d'y aller. » Le ton de Casper ne s'éleva pas, mais quelque chose dans sa voix la fit se redresser. Ce n'était pas de la cruauté, mais un ordre. Le genre de voix qui exigeait l'obéissance parce qu'elle n'avait jamais été désobéie. Anna fit 2 pas en arrière, puis s'arrêta au bord de la salle à manger. Elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas alors qu'elle avait déjà franchi la ligne entre témoin et participante. Casper sortit son téléphone de sa poche, tapa quelque chose avec son pouce, puis le rangea. Il n'appela personne, ne donna pas l'alerte, il envoya simplement un message et attendit. 10 secondes plus tard, 2 hommes en costume sombre apparurent aux 2 extrémités opposées du restaurant. Anna ne les avait pas vus auparavant, elle n'avait même pas remarqué leur présence. Mais maintenant, ils se déplaçaient avec détermination, flanquant l'entrée sans la bloquer. L'un d'eux parla dans son poignet. Les autres ne quittaient pas des yeux la berline garée dehors. Casper boutonna son manteau lentement, délibérément, comme s'il avait tout le temps du monde. Puis il se dirigea vers l'entrée avec la même démarche nonchalante qu'il avait eue en entrant. Sans crainte, sans hésitation, juste avec maîtrise. L'hôtesse tendit la main vers la poignée de la porte. « Laisse-la, » dit Casper. Elle se figea, les mains suspendues en l'air, puis s'écarta. Casper s'arrêta à 1 mètre de la vitre, assez près pour voir clairement le visage du conducteur dans la lueur des lumières extérieures du restaurant. Le conducteur regardait droit devant lui, les mains agrippées au volant, les jointures blanches, même à cette distance. L'un des hommes de Casper s'approcha, se pencha vers lui et murmura quelque chose qu'Anna ne put entendre. Casper acquiesça d'un signe de tête. L'homme sortit et fit le tour de la berline d'un air désinvolte, comme s'il admirait le véhicule. Lorsqu'il arriva du côté du conducteur, il tapota la vitre. Le conducteur sursauta, puis baissa lentement la vitre. La conversation qui suivit dura moins de 20 secondes. Puis la portière du conducteur s'ouvrit et l'homme sortit, les jambes chancelantes, les mains visibles, les paumes vides. Les gardes de Casper l'éloignèrent de la voiture, contournèrent le bâtiment, hors de vue des autres clients. Personne à l'intérieur du restaurant ne sembla remarquer quoi que ce soit. Les conversations se poursuivirent. Le vin coula à flot. Les desserts arrivèrent à la table 6. Anna respirait rapidement et superficiellement. Elle s'était attendue à une confrontation, à de la violence, à quelque chose qui corresponde au danger dont elle avait été témoin dans la ruelle. Au lieu de cela, elle avait vu un problème se dissoudre dans l'ombre sans qu'une seule voix ne s'élève. Casper se détourna de l'entrée et la trouva toujours debout là, désobéissant à son ordre de partir. Son expression restait indéchiffrable, mais il traversa la salle à manger vers elle avec la même démarche inéluctable. « Cuisine », répéta-t-il, plus calmement cette fois. Les jambes d'Anna finirent par obéir. Elle poussa les portes battantes et entra dans le chaos lumineux de la cuisine, où Miguel grattait les assiettes et où le sous-chef criait ses ordres. Et tout semblait merveilleusement normal, sauf que plus rien n'était normal. Elle se dirigea vers le coin le plus éloigné, près de la chambre froide, appuya son dos contre le comptoir en acier inoxydable et tenta de calmer sa respiration. Ses mains tremblaient maintenant. L'adrénaline finissait par avoir raison de son sang-froid. Qu'avait-elle fait? La porte s'ouvrit. Casper entra, scrutant la cuisine avec le même calme qu'il avait affiché dans la salle à manger. Le personnel leva les yeux, puis se remit rapidement à ses tâches. Personne ne lui posa de questions. Personne ne l'arrêta. Il s'approcha d'Anna,
s'arrêtant juste assez près pour qu'il puisse parler sans être entendu malgré le bruit de la cuisine. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Demanda-t-il. 3 ans. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Non. Verrez-vous à nouveau quelque chose comme ça? Son regard plongea dans le sien, cherchant quelque chose. De la peur peut-être, ou de la duplicité. Anna ne savait pas trop quoi. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Est-ce que je verrai? Quelque chose passa sur le visage de Casper. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais ce n'était pas non plus de l'hostilité. Peut-être la reconnaissance de ce qu'Anna ne pouvait pas dire. Le chauffeur, dit Casper, est en train d'être interrogé. Si ce que vous m'avez dit est vrai, c'est le cas. Alors vous venez d'empêcher quelque chose qui aurait été très difficile à réparer. Il fit une pause, l'observant. Pourquoi m'avez-vous dit cela? Anna cligna des yeux. Parce que quelqu'un était sur le point de vous tuer. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que je fais. Vous ne savez pas si je mérite d'être tué. Peu importe. Les mots sortirent avec plus de fermeté qu'elle ne l'aurait voulu. Je ne vais pas regarder quelqu'un mourir alors que je peux l'empêcher. L'expression de Casper changea à nouveau. Cette lueur réapparut, restant plus longtemps cette fois-ci. Il fouilla dans son manteau et en sortit une carte de visite de couleur crème avec seulement un numéro de téléphone imprimé en noir. « Gardez ça, dit-il en la lui mettant dans la main. Si quelqu'un vous approche, si quelque chose vous semble bizarre, si vous vous souvenez d'un détail que vous ne m'avez pas dit, appelez ce numéro. » Anna fixa la carte. « Je ne veux pas d'ennui. » Trop tard. La voix de Casper s'adoucit. À peine. « Vous êtes déjà dans le pétrin. La question est de savoir si vous y êtes seul ou non. » Il se tourna vers la porte, puis s'arrêta, jetant un regard par-dessus son épaule. « Merci, dit-il, pour l'avertissement. » Puis il disparut, laissant Anna debout dans la lumière fluorescente de la cuisine, tenant un numéro de téléphone qui lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, se demandant ce qu'elle avait exactement déclenché. Le chauffeur s'appelait Thomas Crane. Anna ne l'apprendrait que plus tard. Mais à ce moment-là, les hommes de Casper l'escortèrent dans la salle à manger privée située derrière la cave à vin du restaurant. C'était juste un homme terrifié qui avait commis l'erreur de devoir de l'argent aux mauvaises personnes. Casper se tenait en face de lui, ayant retiré son manteau et retroussé ses manches jusqu'au coude. La pièce était dépourvue de fenêtres, conçue pour des dîners d'affaires intimes qui exigeaient une discrétion absolue. Ce soir-là, elle servait d'un autre objectif. Thomas était assis dans un fauteuil en cuir, les mains tremblantes sur les accoudoirs. Il n'était pas menotté, personne ne l'avait touché, mais les 2 hommes qui flanquaient de la porte lui faisaient clairement comprendre qu'il ne pouvait pas partir. « Parle-moi de l'arme », dit Casper d'une voix calme, presque conversationnelle. Thomas déglutit péniblement. « Je n'en ai pas. Le 9 mm qui se trouve actuellement dans la main de mon associé. Celui que vous aviez dans votre veste il y a 15 minutes. Ce pistolet. » Casper tira une chaise et s'assit, se penchant en arrière avec l'aisance de quelqu'un qui mène un entretien de départ. « Commencez par me dire qui vous l'a donné. » Un silence s'installa entre eux. Les yeux de Thomas se posèrent sur la porte, puis revinrent sur Casper, puis sur ses propres mains tremblantes. « Ma famille, finit par murmurer Thomas. Ils ont dit « Ma famille. »« Des noms ?» l'interrompit Casper. « J'ai besoin de noms, Thomas. Sinon, cette conversation va devenir beaucoup moins agréable. » Thomas respirait par petits coups saccadés. « Je ne connais pas de nom. Je le jure. Ils sont venus à mon appartement il y a 3 semaines. Ils ont dit que je leur devais 60 000 $ pour un investissement qui avait mal tourné. Ils ont dit que les intérêts s'accumulaient chaque jour. J'ai essayé de leur expliquer que je n'avais même pas fait cet investissement. C'était de mon frère, mais il est parti. Il a disparu. Il m'a laissé avec Focus, dit Casper doucement. Ce soir, dans la ruelle, que t'ont-ils dit? Thomas ferma les yeux. Ils ont dit qu'il y avait un moyen d'effacer la dette. Un seul travail, te ramener chez toi comme d'habitude. Mais quand on est arrivé au feu rouge sur Ashford, j'étais censé, il ne put finir sa phrase, me tirer dessus. Thomas acquiesça tristement. Je ne voulais pas. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je suis chauffeur. C'est tout ce que je suis. Mais ils m'ont montré des photos de ma fille, âgée de 8 ans. Ils savaient où elle allait à l'école, à quelle heure on venait la chercher, ce qu'elle préférait. Sa voix se brisa. Qu'étais-je censé faire?
Casper se leva et se dirigea vers le petit bar dans le coin, versant 2 verres de whisky. Il en tendit un à Thomas, qui le regarda comme s'il pouvait être empoisonné. « Bois, dit Casper, ça fera du bien. » Thomas obéit, haletant alors que le liquide brûlait sa gorge. Casper retourna à sa place, faisant tourner son verre d'un air pensif. « Décris-moi ces hommes. » Ils portaient des vêtements sombres à capuche. Celui qui parlait le plus avait un accent. D'Europe de l'Est, peut-être russe. Il portait une montre en or avec une grosse chaîne. Les 2 autres restaient debout sans rien dire. « Des renforts, j'imagine. »« L'endroit où tu devais faire ça, Ashford, ce n'est pas mon trajet habituel pour rentrer chez moi. » Thomas acquiesça. Ils m'ont dit de le suggérer. Disons qu'il y avait des travaux sur la route principale. Tu n'aurais pas posé de questions. Casper serra les mâchoires de manière presque imperceptible. Et après, qu'étais-tu censé faire après? Ils auraient une voiture qui m'attendait. J'étais censé quitter les lieux, monter dans leur véhicule et ils s'occuperaient du reste. Nettoyer. Ma famille serait en sécurité. Mes dettes seraient effacées. Thomas rit amèrement. Je les ai vraiment crus. Pendant environ 30 secondes, j'ai pensé que je pourrais peut-être le faire et que tout irait bien. Ça n'aurait pas été le cas, dit Casper d'un ton neutre. Ils t'auraient tué dans l'heure qui suivait. On ne peut pas laisser des témoins qui connaissent le plan. Thomas pâlit. Je le sais maintenant. Casper se pencha en avant, les coudes sur les genoux, étudiant le conducteur avec l'intensité de quelqu'un qui lit des petits caractères. Depuis combien de temps travailles-tu pour moi? 11 mois. As-tu déjà eu un problème? T'es-tu déjà senti méprisé? Sous-payé? Non, jamais. Tu as été juste. Plus que juste. Alors pourquoi ne pas être venu me voir il y a 3 semaines quand ils t'ont approché pour la première fois? Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. Parce que j'avais honte. Parce que je pensais pouvoir m'en occuper moi-même. Parce que je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère avait tellement merdé que ses problèmes étaient devenus les miens. Il s'essuya le visage brutalement. Et parce que j'avais peur, pas de vous, mais d'eux. Casper posa son verre avec un léger clic. Savez-vous qui je suis, Thomas? Ce que je fais, j'en sais assez. Alors vous comprenez que ce qui s'est passé ce soir, ce qui a failli se passer, n'est pas seulement une tentative d'assassinat. C'est une déclaration. Quelqu'un voulait ma mort à tel point qu'il a utilisé ta famille comme moyen de pression. Il a mis une arme entre les mains d'un homme qui n'en a jamais utilisé. Cela me dit qu'ils sont désespérés, négligents ou suffisamment arrogants pour penser que cela fonctionnerait. Thomas acquiesça lentement, ne comprenant pas tout à fait où cela menait. Cela me dit également, continua Casper, qu'il surveille mes activités de près, au point de connaître mes chauffeurs, mes habitudes, mes points faibles. Il se leva et se mit à faire les 100 pas jusqu'au mur du fond, ce qui signifie qu'il y a une fuite. Quelqu'un leur fournit des informations, quelqu'un de proche. Je jure que ce n'est pas moi, dit rapidement Thomas. Je n'ai jamais rien dit à personne à propos de... Je te crois, répondit Casper en se retournant. Un homme qui est obligé de tuer n'a pas l'estomac pour l'espionnage. Tu es un pion, Thomas, pas un joueur. Le soulagement envahit le visage de Thomas, suivi immédiatement par la confusion. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Casper retourna s'asseoir. Maintenant, tu vas tout raconter à mes associés. Chaque détail dont tu te souviens, les descriptions physiques, l'immeuble où ils t'ont trouvé, la voiture qu'ils conduisaient, les mots exacts de leurs menaces, tout. Et ensuite, tu disparaîtras. Le soulagement de Thomas se transforma en une nouvelle peur. Disparaître? Pas comme ça, dit Casper presque gentiment. Je veux dire, tu pars ce soir. Ta fille, ta femme, elles sont déjà en train d'être transférées dans un endroit sûr au moment où nous parlons. Tu les rejoindras. Une nouvelle ville, un nouveau nom si tu le souhaites. Assez d'argent pour repartir à zéro. Pourquoi? Le mot sortit à peine audible. Pourquoi feriez-vous cela? Casper finit son whisky. Parce que vous n'avez pas appuyé sur la gâchette. Parce que lorsque la serveuse m'a prévenu, cela signifiait que vous aviez montré suffisamment d'hésitation pour que quelqu'un le remarque. Et parce que je ne punis pas le désespoir. Je punis la trahison. Son regard se durcit. Vous étiez désespéré. Les personnes qui vous ont mis dans cette situation m'ont trahi. Il se leva, signalant que la conversation était terminée. Tu ne travailleras plus jamais pour moi, Thomas. Tu ne reverras plus jamais cette ville.
Et si tu ne dis un mot de ce qui s'est passé ce soir à qui que ce soit, la protection que je t'offre s'évaporera. Compris? Thomas acquiesça, les larmes coulant maintenant librement. Merci. Je ne te remercie pas. Casper se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ne me remercie pas. Remercie la femme qui a remarqué ce que je n'avais pas vu. L'appartement d'Anna était plus petit que Casper ne l'avait imaginé. Il n'était pas exigu. Elle le tenait propre et bien rangé, mais la surface habitable totale ne devait pas dépasser 55 mètres carrés. Une kitchenette avec à peine assez d'espace pour poser une planche à découper, un canapé usé face à une télévision qui semblait avoir 10 ans, des livres empilés sur une étagère faite de parpaings et de contreplaqué. À travers la porte ouverte de la chambre, il pouvait voir un lit bien fait et une seule table de chevet. C'était ce que le travail honnête vous permettait d'acheter en ville. C'était ce que lui avait rapporté 3 ans passés au service de personnes qui dépensaient plus en vin qu'elles ne gagnaient dans une semaine. Casper se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas, tandis qu'Anna était assise sur le bord de son canapé, toujours vêtue de ses habits de travail, le tablier blanc soigneusement plié à côté d'elle. L'un de ces hommes attendait dans le couloir. Un autre était assis dans une voiture de l'autre côté de la rue. Elle avait été raccompagnée chez elle 1 heure plus tôt avec une insistance douce qui rendait tout refus impossible. « Tu n'avais pas besoin de venir ici », dit finalement Anna, rompant le silence. « Tes hommes m'ont déjà dit de me taire. Ils t'ont dit de rester en sécurité », corrigea Casper en se détournant de la fenêtre. « C'est différent. » Vraiment, elle leva les yeux vers lui, les coins de ses yeux marqués par la fatigue. « Parce que de mon point de vue, ça me semble être la même chose. » Casper se dirigea vers la chaise en face d'elle, la seule autre chaise de la pièce, et s'y assit. Même assis, il semblait remplir le petit espace de sa présence. « Parlez-moi de la ruelle. Tout. Pas le résumé que vous m'avez donné avant. Tous les détails. » Anna prit une lente inspiration. « J'ai sorti les poubelles vers 9h15, peut-être 9h20. La poubelle était pleine et Miguel m'a demandé de m'en occuper parce qu'il croulait sous la vaisselle. Vous y êtes allé seul? Comme d'habitude, ce n'est pas loin. Les poubelles sont à environ 10 mètres de la porte arrière. » Elle repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Je les ai entendus avant de les voir. Des voix en colère, mais contrôlées, comme si les gens essayaient de ne pas se faire entendre. Combien étaient-ils? 4. 3 portaient des sweats à capuche sombre, le visage presque entièrement caché. Un n'avait pas de capuche. Ton chauffeur, il a regardé. Elle a marqué une pause, cherchant ses mots. Abattu, comme quelqu'un qui avait déjà perdu. Ils t'ont vu? Non. Je suis resté contre le mur. L'ombre du surplomb m'a caché. Anna tordait ses mains sur ses genoux. Celui qui parlait avait un accent. Russe, peut-être. D'Europe de l'Est. Il était plus grand que les 2 autres. Il se tenait différemment, comme s'il avait l'habitude de donner des ordres. Qu'a-t-il dit? Anna ferma les yeux, se concentrant sur son souvenir. Il a dit « Maintenant, pas de retard, pas d'excuses. » Puis il a tendu la main à Thomas. C'est son nom? Casper acquiesça. Il tendit l'arme à Thomas. Thomas essaya de refuser. Il dit « Je ne peux pas. » Mais l'homme lui a dit qu'il le ferait, sinon sa famille apprendrait ce qui arrive quand on ne paye pas ses dettes. Elle a ouvert les yeux. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un choix. C'était une menace. Casper s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Ont-ils mentionné mon nom? Non, ils ont juste dit que la cible partirait à 10 heures et que Thomas conduirait et finirait le travail. Ils lui ont donné une adresse. Ashford quelque chose. Ashford est la 5e. C'est tout. Anna croisa son regard. Pourquoi là-bas? Zone industrielle, peu de caméras, facile de se débarrasser des preuves. La voix de Casper resta calme. Clinique. Bon choix pour une embuscade. Pas de chance. Ils ont choisi un chauffeur avec une conscience. Ils ne voulaient pas le faire. Peu importe. Une intention sans action n'est que de la culpabilité. C'est l'action qui tue les gens. Casper se cala dans son siège. Mais tu as raison. Il a été contraint. C'est pour ça qu'il est en vie. Anna serra les mâchoires. Tu n'arrêtes pas de dire ça comme si c'était de la miséricorde. Chasser quelqu'un de sa vie, le forcer à disparaître, c'est mieux que l'alternative. Casper l'interrompit, le ton dur. C'est ce que les gens qui ont monté ce coup lui auraient fait, à lui et à sa famille. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire, Anna. Je n'ai pas dit que tu l'étais.
Tu le pensais. Elle soutint son regard pendant un long moment, puis secoua la tête. Non, je pensais que tu étais quelqu'un qui vit dans un monde que je ne comprends pas, où les armes, les menaces et les disparitions forcées sont monnaie courante. C'est le cas, répondit simplement Casper. Pour moi, ça ne devrait pas l'être pour toi. C'est pourquoi je suis ici, dit Anna en se redressant. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'ennui, et je t'ai dit qu'il était trop tard. Casper sortit son téléphone de sa poche, fit défiler quelque chose, puis tourna l'écran vers elle. C'est la voiture que conduisaient les hommes dans la ruelle. Une partie de la plaque d'immatriculation a été filmée par une caméra à 2 pâtés de maison du restaurant. Anna fixa l'image. Un SUV noir, vitre teintée, rien de particulier, à part une bosse sur le pare-chocs arrière. Mes hommes s'en occupent, continua Casper. Dans les 48 heures, nous saurons à qui elle appartient, où elle a été, qui était à l'intérieur. Il rangea son téléphone dans sa poche. Quand nous les trouverons, les choses iront vite, discrètement, mais elles iront vite. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu fais partie de cette affaire maintenant, que tu le veuilles ou non. L'expression de Casper s'adoucit légèrement, mais son regard resta perçant. Tu les as vus. Tu les as entendus. S'ils découvrent que quelqu'un m'a prévenu, s'ils commencent à poser des questions, ton nom sera mentionné. Thomas ne le donnera pas, mais il existe d'autres moyens de remonter à la source d'une fuite. Anna sentit son estomac se nouer. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu es censé me laisser te protéger. Casper fit un geste vers la fenêtre. L'homme devant ta porte. Il reste. Celui dans la voiture, il reste. Tu vas travailler. Tu rentres chez toi. Tu vis ta vie. Mais tu ne le fais pas seul. Pas avant que tout cela soit terminé. Pendant combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. Anna se leva brusquement et se dirigea vers la kitchenette. Elle agrippa le bord du comptoir, le regard perdu dans le vide. Je voulais juste aider. J'ai vu quelque chose qui n'allait pas et j'ai essayé d'y remédier. C'est tout. Je sais. Casper se leva et s'approcha d'elle, mais s'arrêta à quelques mètres, lui laissant de l'espace. Et parce que tu l'as fait, tu m'as sauvé la vie. Cela compte pour moi. Cela signifie que je ne te laisserai pas affronter seule les conséquences. Elle se retourna et scruta son visage. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu ne me connais même pas. Tu as raison. Je ne te connais pas. La voix de Casper s'adoucit, perdant son ton agressif. Mais tu en savais assez sur moi pour risquer ton travail. Peut-être même ta vie, en m'avertissant d'une menace. Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas hésité. Tu as simplement agi. Il fit une pause. Les gens comme ça sont rares. Ils méritent d'être protégés. Anna soutint son regard. Quelque chose bougeait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la confiance. Pas encore. Mais peut-être le début d'une compréhension. D'accord, dit-elle doucement. Comment ça marche? Les épaules de Casper se détendirent légèrement. Ça marche si vous restez vigilant, si vous remarquez des choses et si vous m'appelez si quelque chose vous semble anormal. Il lui tendit une deuxième carte identique à la première. Gardez-en une ici. Gardez-en une sur vous en permanence. Elle la prit, le papier cartonné lisse entre ses doigts. Et Anna. Casper se dirigea vers la porte. Merci encore d'avoir vu ce que personne d'autre n'avait vu. Puis il disparut, la laissant seule dans son petit appartement, tenant un numéro de téléphone qui lui semblait à la fois une promesse et un avertissement. 3 jours passèrent comme un souffle retenu. Anna alla travailler, sourit aux clients, remplit les verres d'eau, récita les plats du jour avec la même aisance qu'elle avait toujours eue. Mais désormais, chaque fois que la porte arrière s'ouvrait, son pouls s'accélérait. Chaque fois qu'une voiture restait trop longtemps à l'arrêt devant le restaurant, ses yeux la suivaient. L'homme que Casper avait posté devant son immeuble, dont elle avait appris qu'il s'appelait Griffin, lui faisait un signe de tête chaque matin lorsqu'elle partait travailler. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence était constante, rassurante d'une certaine manière, tout en lui rappelant à quel point elle pouvait être en danger. Le 4e jour, Casper appela. Le SUV était immatriculé au nom d'une société écran, dit-il sans préambule, et remontait à une entreprise de transport maritime située sur les quais Est. Les importations étaient pour la plupart légitimes, à l'exception des conteneurs qui ne l'étaient pas. Anna changea d'oreille pour écouter et jeta un coup d'œil autour d'elle dans son appartement vide. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que je sais qui a commandité le coup. Sa voix trahissait une froide satisfaction. Une opération rivale. Ils essaient de s'immiscer dans mon territoire depuis 6 mois. C'était leur plan. M'éliminer, semer le chaos. Profiter du désordre pour s'installer pendant que mes hommes s'efforcent de se réorganiser. Alors, c'est fini. Tu sais qui a fait ça. Savoir et prouver sont deux choses différentes. Et agir trop rapidement me trahirait. Casper fit une pause. J'ai besoin qu'ils pensent que leur plan est toujours en cours, que Thomas a mené son projet à bien, que je suis mort. Anna retint son souffle. Comment vas-tu faire croire ça? Des gens t'ont vu quitter le restaurant vivant. Des gens m'ont vu partir. Ce qui s'est passé après est sujet à interprétation. Il y avait un sourire dans sa voix, sombre et calculateur. J'ai des ressources, Anna, et je suis très doué pour contrôler les récits. Elle s'assit sur le bord de son canapé, réfléchissant. Que veux-tu que je fasse? Continue à vivre normalement. Si quelqu'un te pose des questions sur cette nuit-là, des clients, des collègues, n'importe qui, dis-leur que je suis parti vers 22 heures et que tu n'as rien vu d'inhabituel. Compris? Je comprends. Il y a autre chose. Le ton de Casper changea. J'ai besoin que tu viennes quelque part demain. Apporte tes observations sur la ruelle. Tout ce dont tu te souviens et que tu ne m'as pas encore dit. Les heures, les positions, tout. Pourquoi? Parce que mes hommes sont bons dans leur travail. Mais tu as vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Un regard neuf, une perspective impartiale. Il fit une pause. Et parce que je commence à penser que tu remarques des choses qui échappent à la sécurité professionnelle. Anna sentit sa gorge se serrer. Je suis serveuse, pas détective. Tu es quelqu'un qui fait attention. Dans mon monde, c'est plus précieux. Il lui donna une adresse dans un quartier de la ville où elle n'était jamais allée. Demain à 14 heures, Griffin t'y conduira. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la ligne fut coupée. Le bâtiment où opérait Casper ressemblait à n'importe quel autre immeuble commercial. Béton gris, petites fenêtres, parking souterrain. Rien ne laissait présager un quelconque pouvoir ou danger, ni le genre d'opération qu'Anna n'avait vu que dans les films. Griffin l'accompagna par une entrée latérale, passa devant les agents de sécurité, qui les laissèrent passer sans poser de questions, et entra dans un ascenseur dont l'accès à certains étages nécessitait une carte magnétique. Ils s'arrêtèrent au 5e étage. Le couloir était calme, recouvert de moquettes, bordé de portes qui ne laissaient rien deviner de ce qui se trouvait derrière elles. Griffin frappa 2 fois à la dernière porte à gauche, puis l'ouvrit sans attendre de réponse. À l'intérieur, Casper se tenait debout devant une grande table couverte de papier, de photographies et de cartes. 2 autres hommes se tenaient à ses côtés, l'un plus jeune, un ordinateur portable ouvert devant lui, l'autre plus âgé, avec l'air buriné de quelqu'un qui a passé des décennies dans un travail violent. Casper leva les yeux lorsque Anna entra. « Merci d'être venue. » Elle hocha la tête, soudain consciente de son apparence déplacée dans son jean et son pull, entourée d'hommes en costume coûteux, discutant de choses qui pouvaient mettre fin à des vies. « Voici Anna Jacobs, » dit Casper aux autres. « C'est grâce à elle que je suis encore en vie. »« À Anna, » dit-il en lui indiquant la table. « Voici les hommes qui m'aident à démanteler le réseau de ceux qui ont tenté de changer cela. » Anna s'approcha lentement, les yeux balayant les documents étalés devant elle. Des photos d'hommes qu'elle ne reconnaissait pas, des manifestes d'expédition, des documents financiers et au centre, une carte de la ville avec plusieurs endroits marqués en rouge. « Nous avons identifié les principaux acteurs, » poursuivit Casper. Christophe Volulkov dirige l'opération. Ancien militaire russe, il s'est installé ici il y a 8 ans et a construit son réseau lentement, avec soin. Il tapota la photo d'un homme au visage sévère, avec une chaîne en or visible à son col. « Ça vous dit quelque chose? » Anna se pencha pour examiner l'image. La mâchoire. La façon dont il se tenait, même sur une photo. C'est lui, celui de la ruelle, tu en es sûr? Oui, il portait de la même chaîne. Je me souviens avoir vu la lumière se refléter dessus. Le jeune homme tapait rapidement quelque chose. Cela confirme nos informations. Volkov a pris soin de ne laisser aucune trace numérique, mais l'identification physique par un témoin oculaire change la donne. Casper fit le tour de la table et s'arrêta à côté d'Anna. « De quoi d'autre vous souvenez-vous? Les 2 autres hommes avaient-ils des traits distinctifs? » Anna ferma les yeux, se replongeant dans cette nuit-là. L'air froid, le mur de briques dans son dos.
La peur rendant tout plus net, plus clair. L'un d'eux avait un tatouage sur la main. Sur la main droite, entre le pouce et l'index, à l'encre noire, mais je n'ai pas pu voir clairement le motif. Taille, corpulence, plus petit que Vulov, peut-être 1,70 m, plus trapu. Le troisième homme était plus grand, mince, il bougeait comme s'il était nerveux. L'homme plus âgé regarda Casper. Cela correspond aux descriptions de deux des habitués de Vulov, Pavle et Dimitri. Casper acquiesça lentement. Et l'heure? Vous avez dit 21h15 quand vous êtes allé dans la ruelle. 21h20 peut-être. Je n'ai pas regardé ma montre, mais l'heure de pointe du dîner touchait à sa fin. Cela se produit généralement entre 20 et 1h et 20 et 1h30 en semaine. Et combien de temps êtes-vous resté dehors? Anna réfléchit. 3 minutes. 4. Assez longtemps pour entendre toute la conversation. Voir l'arme changer de main, les regarder partir. Dans quelle direction? Vers l'ouest, vers la rue principale. Ils avaient une voiture qui les attendait, le SUV que tu m'as montré. Il était garé juste après l'entrée de la ruelle. Casper échangea un regard avec le jeune homme qui afficha quelque chose sur son ordinateur portable. Une caméra de circulation a filmé un SUV noir se dirigeant vers l'ouest sur Marlow à 21h24. Ça correspond à la chronologie. Où est-il allé? Demanda Casper. On l'a perdu après 6 pâtés de maison. Il connaissait les angles morts de la caméra. Anna les regardait travailler, assembler les fragments d'informations comme un puzzle où chaque pièce comptait. Elle aurait dû avoir peur, avoir envie de partir. Retourner à sa vie simple, faite de tables, de pourboires et de problèmes qu'elle pouvait résoudre avec le sourire. Au lieu de cela, elle ressentait autre chose. Un but peut-être, ou l'étrange satisfaction de voir que ses observations avaient de l'importance. « Anna, » dit Casper, ramenant son attention sur lui, « j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Les informations que tu nous as données aujourd'hui confirment ce que nous soupçonnions, mais ne pouvions prouver. Cela nous donne un avantage. » Il s'approcha, baissant la voix. « Mais cela signifie aussi que tu as plus de valeur à mes yeux que je ne le pensais, ce qui signifie que tu as plus de valeur à leurs yeux s'ils découvrent qui tu es. Je comprends. Et toi? » Ses yeux cherchèrent les siens. « Car à partir de maintenant, les choses vont s'accélérer. Vulov pense que je suis mort ou blessé. Il est déjà en train de consolider son pouvoir. D'ici 1 semaine, peut-être 2, ses opérations vont s'étendre trop loin. C'est là que nous frapperons. Et d'ici là, vous resterez visible mais protégé. Vous vivrez normalement. Et vous aurez confiance que je ne laisserai rien vous arriver. » Anna croisa son regard et y vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Pas seulement de la détermination, mais aussi de la responsabilité. Il pensait vraiment ce qu'il disait à propos de protéger les gens qui l'aidaient. « Je te fais confiance, » dit-elle, surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. L'expression de Casper s'adoucit de manière presque imperceptible. « Tant mieux, car je vais avoir besoin que tu me fasses encore plus confiance avant que tout cela ne soit terminé. » 11 jours après l'incident dans la ruelle, le monde de Christophe Volulov commença à s'effondrer. Cela commença par de petites choses, une livraison qui n'arriva jamais, un bail d'entrepôt qui fut mystérieusement résilié. 3 distributeurs clés qui cessèrent soudainement de répondre aux appels de quiconque en dehors de l'opération. Cela aurait pu passer pour de la malchance, des complications aléatoires dans une affaire compliquée. Mais Vulov savait que ce n'était pas le cas. Debout dans son bureau surplombant les docks, il regardait les conteneurs s'empiler comme des blocs de construction et sentait monter en lui la certitude que quelqu'un était en train de démanteler tout ce qu'il avait construit. L'attaque contre Casper Desmond aurait dû fonctionner, aurait dû créer le chaos dont il avait besoin pour s'étendre sur un territoire vacant. Au lieu de cela, il n'y avait eu que le silence. Pas de reportage, pas d'activité policière, pas de funérailles, pas de vide au pouvoir, rien. Et maintenant, sa propre infrastructure s'effondrait pièce par pièce. « Découvre ce qui est arrivé à Dave Smith, » dit-il à Pavle, qui se tenait près de la porte, la main tatouée crispée sur le côté. « Je veux une confirmation. Le corps, le certificat de décès. »« Quelque chose. Nous avons cherché, » répondit Pavle avec prudence. « Il n'y a rien. C'est comme s'il avait disparu. Les hommes comme Casper Desmond ne disparaissent pas. » Volkov se détourna de la fenêtre. « Soit il est mort et quelqu'un le cache, soit il est vivant et nous sommes tous en danger. » Pavel se tortilla, mal à l'aise. « Et le chauffeur? »
Thomas a disparu. Sa famille aussi. Impossible de les retrouver. Volkov serra les mâchoires, ce qui signifie que quelqu'un les a aidés à disparaître, quelqu'un qui a des ressources. Donc Desmond est vivant. Desmond est vivant. Volkov le confirma. Et il vient nous chercher. Anna a appris la situation de Casper lors d'une de leurs conversations de plus en plus fréquentes. Il avait pris l'habitude de l'appeler tous les 2 ou 3 jours, officiellement pour lui donner des nouvelles et s'assurer qu'elle se sentait en sécurité. Mais leur conversation avait évolué vers autre chose, quelque chose qu'aucun d'eux ne reconnaissait vraiment. Volkov perdait ses fournisseurs, lui dit Casper, d'une voix empreinte d'une satisfaction qu'elle avait appris à reconnaître. 3 contacts importants ont rompu la semaine dernière. Son réseau de distribution se fracture. Anna était assise recroquevillée sur son canapé, le téléphone collé à l'oreille. « Comment fais-tu cela? » Avec précaution, un mot dans la bonne oreille. Des preuves d'instabilité, des questions sur le jugement de Volkov. Il fit une pause. Les gens n'aiment pas travailler avec des hommes désespérés. Le désespoir conduit à des erreurs. Est-il dangereux? Quand il est désespéré, plus dangereux que lorsqu'il est confiant? Oui, c'est pourquoi Griffin reste à l'extérieur de votre immeuble. Pourquoi Marcus surveille le restaurant? Le ton de Casper changea, devenant plus sérieux. Je veux que vous restiez vigilante, Anna. Volkov est intelligent. S'il commence à poser les bonnes questions, votre nom pourrait apparaître. L'estomac d'Anna se noua. Quel genre de questions? Qui travaillait cette nuit-là? Qui aurait pu voir quelque chose? Qui avait accès à moi? Il laissa cette question en suspens. Tu étais visible, professionnel, exactement le genre de personne qui remarque les détails. Alors, que dois-je faire? Ce que tu as fait jusqu'à présent. Ne change rien à ta routine. Mais si quelqu'un t'aborde, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui te pose des questions sur cette nuit-là, appelez-moi immédiatement. Ne t'engage pas. N'essaie pas de gérer ça toi-même. D'accord. Casper resta silencieux pendant un moment. Comment vas-tu? Vraiment? La question l'a surpris. Non pas parce qu'il la posait, il le faisait toujours, mais à cause de l'inquiétude sincère qui se cachait derrière. Je vais bien. C'est étrange de savoir qu'il se passe quelque chose d'important et de continuer à aller travailler, à servir des pâtes, à faire comme si tout était normal. C'est le plus difficile, dit Casper. Attendre, observer, savoir que la tempête arrive, mais ne pas savoir quand elle va frapper. Anna serra la couverture autour de ses épaules. Est-ce qu'on s'y habitue? Non, on apprend juste à mieux fonctionner malgré tout. Il expira lentement. Mais tu ne devrais pas avoir à t'y habituer. Ce n'est pas ton monde, c'est ton monde maintenant, mais seulement temporairement, une fois que tout cela sera terminé. Une fois que tout cela sera terminé, l'interrompit Anna. Je resterai la femme qui t'a sauvé la vie. Ça ne disparaîtra pas comme ça. Casper ne répondit pas immédiatement. Quand il le fit, sa voix était plus calme. Non, je suppose que non. La fin arriva rapidement. 2 semaines après la tentative d'assassinat, les lieutenants restants de Volkov se retournèrent contre lui. Pas par la violence. La méthode de Casper était plus subtile que cela. Ils cessèrent simplement de suivre les ordres, de répondre aux appels, de feindre une loyauté qu'ils ne ressentaient plus. Les comptes financiers que Volkov avait constitués au fil des ans devinrent soudainement inaccessibles. Les mots de passe furent changés, les connexions offshore coupées. Il se retrouva avec un empire en ruine et la prise de conscience que celui qui avait orchestré tout cela l'avait fait avec une précision chirurgicale. Un mercredi matin, Volkov reçut un message. Pas de menace, pas d'exigence, juste une adresse et une heure à laquelle il devait se rendre. Car quel autre choix avait-il? L'entrepôt était vide, à l'exception de Casper Desmond, debout dans un rayon de soleil qui lui donnait un air presque éthéré, intouchable, bien vivant. « Tu devrais être mort, » dit Volkov, son accent s'épaississant sous l'effet du stress. « Je devrais l'être, » acquiesça Casper. « Ton plan était bon, minutieux. Utiliser mon propre chauffeur était créatif. » Il s'avança, les mains dans les poches, complètement détendu. « Mais tu as commis une erreur. » « Quelle erreur? » « Tu as sous-estimé les gens qui m'entourent. Tu as supposé qu'ils n'étaient que des employés, de simples outils. » Le regard de Casper se durcit. L'un de ces outils avait une conscience. Un autre avait l'œil vif. Ensemble, ils m'ont sauvé la vie.
Le visage de Volkov s'assombrit lorsqu'il comprit. Le chauffeur avait parlé. Le chauffeur était terrifié, menacé, contraint de faire un choix impossible. Casper s'arrêta à 5 mètres de lui. Je ne punis pas les gens parce qu'ils ont peur. Je punis les gens pour leur ambition qui me coûte du temps et ma tranquillité. Et maintenant, tu me tues? Non. Le sourire de Casper était froid. Je fais quelque chose de pire. Je te laisse en vie, sans rien, sans organisation, sans argent, sans réputation. Tu vivras en sachant que tu as essayé de prendre ce qui m'appartenait et que tu as échoué si lamentablement que même tes propres hommes t'ont abandonné. Il fit un geste vers la sortie de l'entrepôt. Il y a une voiture dehors. Elle t'emmènera à l'aéroport. Tu as un billet pour Prague, aller simple. Prends-le, disparais. Recommence à zéro ailleurs. Je n'aurai plus jamais à penser à toi. Et si je refuse, tu n'arriveras pas jusqu'à la voiture. L'expression de Casper ne changea pas, mais je ne pense pas que tu refuseras. La survie est instinctive, même pour des hommes comme toi. Volkov resta figé, pesant des options qui n'existaient pas. Finalement, il se tourna vers la sortie, les épaules affaissées par la défaite. Christophe appela Casper. Volkov se retourna. Si j'entends à nouveau ton nom, si tu essaies de revenir, de reconstruire, de te venger, il n'y aura pas de discussion. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura qu'une fin. Compris. Volkov acquiesça d'un signe de tête, puis sortit dans la lumière du matin. Ce soir-là, Casper appela Anna. C'est fait, dit-il simplement. Anna expira, sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Il est parti. Il est parti. Son opération est démantelée. Les personnes qui l'ont aidé sont dispersées. Casper fit une pause. Tu es en sécurité maintenant. Vraiment en sécurité. Anna était assise dans son petit appartement. La présence familière de Griffin devant sa porte, et elle sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Et Thomas? Sa famille a déménagé. Nouvelle ville, nouvelle vie. Ils vont bien. Une autre pause. J'ai tenu ma parole. Merci. C'est moi qui devrais te remercier. La voix de Casper s'adoucit. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne s'est pas passé, a commencé quand tu as remarqué ce que personne d'autre n'avait vu. Anna sourit malgré elle. J'ai juste sorti les poubelles. Tu as fait plus que ça. Beaucoup plus. Il resta silencieux pendant un moment. J'aimerais te voir demain si tu es disponible. Pas pour le travail, juste pour discuter. Le cœur d'Anna se mit à battre un peu plus vite. D'accord. Où? Au restaurant, là où tout a commencé. Anna arriva au restaurant 20 minutes avant le début de son service. Mais Casper était déjà là. Il était assis à la même table dans le coin où tout avait commencé, son manteau posé sur la chaise à côté de lui, une tasse de café refroidissant devant lui. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, illuminant les contours de son profil d'une lumière dorée. Lorsqu'il l'aperçut, il se leva, non pas avec l'autorité maîtrisée à laquelle elle était habituée, mais avec quelque chose de plus doux. De l'anticipation, peut-être. « Merci d'être venu en avance, dit-il lorsqu'elle s'approcha. C'est toi qui l'as demandé. » Anna se glissa sur la chaise en face de lui, soudainement consciente à quel point cela semblait différent. Pas d'urgence, pas de menace, juste deux personnes assises dans un restaurant où l'une d'elles travaillait. Casper fit signe au serveur, Miguel, qui travaillait dans la même équipe qu'Anna depuis 2 ans. « Tout ce qu'elle veut est laissez-nous un peu d'intimité, » dit-il en hochant la tête, avant de se retirer avec la discrétion de quelqu'un qui a appris à ne pas poser de questions. « Tu n'as pas besoin de m'inviter à dîner, » dit Anna. « Je mange ici gratuitement de toute façon. »« Je sais, mais laisse-moi faire. » L'expression de Casper avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la vulnérabilité peut-être, ou le simple désir de faire quelque chose de normal. Ces dernières semaines, toutes nos conversations ont porté sur le danger, les menaces, la survie. J'aimerais en avoir une qui ne porte pas sur ces sujets. Anna l'observa de l'autre côté de la table. Les traits anguleux de son visage s'étaient quelque peu adoucis. Ou peut-être le voyait-elle simplement différemment à présent. Non plus comme l'homme dangereux dont tout le monde murmurait, mais comme quelqu'un qui portait un poids qu'elle commençait seulement à comprendre. « D'accord, dit-elle doucement. De quoi veux-tu parler? » Casper lui adressa un sourire sincère, et non pas le sourire froid et calculateur qu'elle l'avait vu utiliser comme une arme. « Parle-moi de toi, des aspects de ta vie qui n'ont rien à voir avec le ramassage des ordures ou le sauvetage de vies humaines. »
C'est ce qu'elle fit. Anna lui raconta son enfance dans une petite ville à 3 heures au nord. Elle lui parla de son frère qui était parti à l'université grâce à une bourse tandis qu'elle était restée pour aider leur mère à suivre son traitement contre le cancer, de sa décision de déménager ici après cela, à la recherche de quelque chose de plus grand que cette ville, qui lui semblait trop petite après tout ce qu'elle avait vécu. Mon frère a obtenu son diplôme, dit-elle en suivant du doigt le bord de son verre d'eau. Il est ingénieur. Il réussit bien. Il m'envoie de l'argent quand il le peut, même si je lui dis de ne pas le faire. Tu l'as aidé à y arriver. Quelqu'un devait le faire. Anna haussa les épaules. Maman ne pouvait pas travailler pendant son traitement. J'avais déjà quitté l'école. C'était logique. Tu voulais aller à l'université? La question resta en suspens entre eux, honnête et directe. Je ne sais pas, admit Anna. J'y ai pensé, mais au moment où j'aurais pu y aller, je travaillais ici, je gagnais bien ma vie, je me construisais une vie. L'université a commencé à me sembler être quelque chose pour les autres. Casper se pencha en arrière, oubliant son café. Il n'est pas trop tard. Si tu le voulais, peut-être. Elle croisa son regard. Mais je ne suis pas malheureuse. Je sais que cela vous semble probablement insignifiant, ce travail, cette vie, mais c'est la mienne. Je l'ai construite. C'est ce qui compte. C'est vrai, dit Casper, et elle pouvait entendre qu'il le pensait vraiment. Plus que vous ne le pensez. Leur repas arriva. Miguel plaçant les assiettes devant eux avec une efficacité discrète avant de disparaître à nouveau. Anna avait commandé sans réfléchir. Une mémoire musculaire acquise après des années à connaître le menu. Casper avait choisi quelque chose de simple, d'élégant. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment, le restaurant se remplissant autour d'eux avec les premiers clients venus dîner. Anna le regarda couper sa nourriture avec des mouvements précis. Tout était contrôlé, même ici. Mais elle remarqua aussi d'autres choses. La façon dont ses épaules se détendaient quand il pensait que personne ne le regardait. Les légères rides autour de ses yeux qui suggéraient qu'il souriait plus que sa réputation ne le laissaient entendre. « Et toi ?» demanda Anna. « Comment devient-on comme ça ?» Casper posa sa fourchette. « Tu veux dire comment devient-on l'homme que les gens menacent de tuer? Je veux dire, comment construit-on ce que tu as construit? Comment dirige-t-on ce que tu diriges? » Elle fit une pause. « Comment vit-on comme tu vis ?» Il resta silencieux pendant un long moment, évaluant ce qu'il pouvait lui dire. « Mon père dirigeait les docks de cette ville il y a 30 ans, pas légalement, mais efficacement. J'ai grandi en comprenant que le pouvoir n'est pas toujours visible. Parfois, il est discret, prudent. Il prit son verre d'eau. Quand il est mort, j'avais 23 ans. J'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Tout le monde s'attendait à ce que j'échoue, mais pas toi. Non. J'ai rapidement compris que pour survivre, il fallait 2 choses. Savoir à qui faire confiance et accepter que le contrôle est temporaire. » Son regard croisa celui d'Anna. « J'ai construit quelque chose de plus stable que ce que mon père avait construit. Plus légitime à bien des égards, mais cette stabilité a un prix. Il y a toujours des gens qui essaient de la prendre. » L'expression de Casper s'assombrit légèrement. Volkov n'était pas le premier et ne sera pas le dernier. Il y a toujours quelqu'un qui pense pouvoir faire mieux. Prendre ce qui vous appartient. Bâtir son empire sur vos ruines. Anna posa sa fourchette, elle n'avait plus faim. Cela ne vous épuise-t-il pas? Être constamment à l'affût de la prochaine menace. Oui. L'honnêteté dans sa voix l'a surpris. Mais je ne sais pas faire autrement. C'est tout ce que je sais. C'est ce que je sais faire. Tu sais se faire d'autres choses aussi, Fanny. Casper haussa un sourcil. Comme quoi? Écouter, protéger les gens qui t'aident, tenir tes promesses. Anna se pencha légèrement en avant. Ne pas punir un conducteur terrifié alors que tu aurais pu le faire, lui donner une seconde chance, à lui et à sa famille. Ce n'est pas seulement du contrôle, c'est de la compassion. Quelque chose changea dans l'expression de Casper, une fissure dans l'armure qu'il portait si soigneusement. La plupart des gens ne voient pas les choses ainsi. La plupart des gens ne te voient pas comme je te vois. Les mots s'installèrent entre eux, plus lourds qu'Anna ne l'avait prévu, mais elle ne les retira pas. Casper soutint son regard, et à ce moment-là, le restaurant sembla s'estomper. Les autres clients, la musique douce, le cliquetis des couverts, tout cela devint un bruit de fond pour la compréhension qui passait d'entre eux. « Anna, dit-il doucement, tu dois savoir quelque chose. »« Quoi? » Ces dernières semaines, en te parlant, en m'assurant que tu étais en sécurité,
Cela a cessé d'être seulement une question de protection. Il se pencha en avant, les avant-bras posés sur la table. C'est devenu le désir d'entendre ta voix, de savoir que tu allais bien, non pas parce que je te le devais, mais parce que je me souciais de toi. Anna retint son souffle. Casper, je ne te demande rien, continua-t-il. Je sais que nos mondes sont différents. Je sais que j'ai apporté dans ta vie un danger que tu n'avais pas demandé, mais j'avais besoin que tu saches que tu as changé quelque chose pour moi. Tu m'as rappelé qu'il y a des gens qui méritent d'être protégés pour des raisons qui vont au-delà de la stratégie ou de l'obligation. Anna tendit la main par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. Sa peau était chaude, solide, réelle. Tu as changé quelque chose pour moi aussi. Tu m'as fait réaliser que je suis capable de plus que je ne le pensais, que je peux faire confiance à mon instinct même lorsqu'il me mène dans des endroits dangereux. Casper retourna sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. Où cela nous mène-t-il? Je ne sais pas. Anna sourit, sentant la vérité de cette affirmation, mais je n'ai pas peur de le découvrir. Ils restèrent assis ainsi, les mains jointes par-dessus la table, tandis que le restaurant s'animait autour d'eux. Deux personnes issues de mondes différents qui s'étaient rencontrées dans un moment de crise et avaient découvert quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Pas exactement une histoire d'amour. Pas encore, mais une possibilité. Et pour l'instant, cela suffisait. Plus tard, après le départ de Casper et le début du service d'Anna, Miguel s'approcha d'elle à la station-service. « Cet homme, dit-il prudemment, il est important, n'est-ce pas? » Anna regarda vers la table vide dans le coin. « Oui, il est gentil avec toi. » Oui, te repensa aux dernières semaines, à la protection, aux conversations, à la façon dont Casper avait démantelé un empire pour la protéger. « Oui, il est gentil avec moi. » Miguel acquiesça lentement. « Alors je suis content. Tu mérites quelqu'un qui te voit. » Anna sourit et remit de la carte de Casper, désormais usée à force d'avoir été transportée, dans sa poche. Je pense que oui, Anna rêvait de la ruelle. Pas toutes les nuits, mais suffisamment souvent pour qu'elle commence à reconnaître le schéma. La brique froide contre son dos, les voix qui résonnaient dans l'obscurité. Le moment où l'arme changeait de main, le métal captant la lumière et son souffle qui s'arrêtait dans sa gorge. Dans ses rêves, elle n'avertissait jamais Casper. Elle restait simplement là, figée, le regardant marcher vers la voiture, regardant la porte se fermer, regardant la berline s'éloigner dans la circulation. Puis elle se réveillait, le cœur battant, cherchant son téléphone pour confirmer qu'il était toujours en vie. Il était 3 heures du matin lorsqu'elle renonça finalement à dormir et se prépara une tasse de thé. L'appartement était calme, à l'exception du bruit occasionnel de la circulation à l'extérieur. Griffin avait été remplacé par quelqu'un nommé Torres Casper. Il avait changé son service de sécurité, expliquant qu'il voulait rendre ses habitudes imprévisibles, mais la présence était la même. Constante, protectrice. Son téléphone vibra. Un message de Casper. « Tu es réveillé. » Anna fixa l'écran, puis répondit. « Comment le sais-tu? Ta lumière est allumée. Torres l'a mentionné. » Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dans la rue. La voiture était garée à sa place habituelle, sombre et banale. Elle ne pouvait pas voir à l'intérieur, mais elle savait que Torres observait. Son téléphone sonna. « Tu devrais dormir, » dit Casper lorsqu'elle répondit. « Toi aussi, je ne dors pas beaucoup. » Sa voix semblait différente au milieu de la nuit. Moins contrôlée, plus humaine. Des cauchemars. Anna emporta son thé jusqu'au canapé et se recroquevilla dans un coin. « Comment l'as-tu su? » « Parce que j'en fais aussi. » Différents scénarios. Même thème. Il fit une pause. « Que se passe-t-il si je ne remarque pas? Si je ne réagis pas assez vite? Si je ne survis pas? Mais tu as survécu. Grâce à toi. » Le poids de ces mots s'installa entre eux. « Anna, j'ai repensé à cette nuit-là, à quel point c'était proche, à ce qui se serait passé si tu avais eu un autre emploi du temps, si les poubelles avaient été sorties plus tôt, si tu avais choisi de ne rien dire. » « Non, dit-elle doucement. Ne pense pas à ces « et si ». Je ne peux pas m'en empêcher. Toute ma vie repose sur ma capacité à analyser les situations, à prédire les résultats, à avoir 3 coups d'avance. Et je n'ai pas vu cela venir. Je ne me suis pas méfié de Thomas. Je n'ai pas remarqué que ma routine était devenue suffisamment prévisible pour être exploitée. Sa frustration transparaissait.
Une serveuse a vu ce que les agences de sécurité entraînées ont manqué. J'ai eu de la chance. J'étais au bon endroit au bon moment. Ce n'était pas de la chance. C'était de la vigilance, de l'instinct. La voix de Casper s'adoucit. Tu as suffisamment confiance en toi pour agir en fonction de ce que tu as vu. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Ils se seraient convaincus que cela ne les concernait pas, qu'ils avaient mal compris, que parler causerait plus de problèmes que de se taire. Anna but une gorgée de thé, repensant à ce moment. Cette décision qui avait pris peut-être 3 secondes, mais qui avait tout changé. J'étais terrifié. Je sais. Je pensais que tu ne me croirais pas, que tu me prendrais pour une folle, une paranoïaque, que tes agences de sécurité m'expulseraient et que je perdrais mon emploi. Mais tu as quand même parlé parce que ne pas parler aurait été pire. Elle posa sa tasse, car te regarder mourir alors que j'aurais pu l'empêcher. Je ne pourrais pas vivre avec ça. Casper resta silencieux si longtemps qu'elle crut que la connexion avait été coupée. Alors, je dois te montrer quelque chose. Torres peut-il t'emmener quelque part? Anna jeta un coup d'œil à l'horloge. 3h17 du matin. Maintenant, si tu es d'accord, elle aurait dû dire non. Elle aurait dû poser des questions, exiger des explications. Au lieu de cela, elle se surprit à dire « Donne-moi 10 minutes pour me changer ». La voiture roula pendant 20 minutes, quittant le centre-ville pour se diriger vers des zones industrielles qu'Anna visitait rarement. Torres ne dit rien. Suivant les indications du GPS avec une efficacité professionnelle, ils s'arrêtèrent devant un entrepôt qui semblait abandonné. Les fenêtres étaient ouvertes, le parking vide, à l'exception d'un véhicule qu'elle reconnut. La voiture de Casper. Torres ouvrit sa porte. Il est à l'intérieur. Je reste ici. Anna s'est dirigée vers l'entrée et a constaté qu'elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, des lumières à détecteur de mouvement se sont allumées, éclairant un vaste espace ouvert qui avait été transformé en quelque chose entre une salle de sport et un dojo. Des tapis d'entraînement recouvraient le sol. Des équipements étaient alignés contre les murs. Et au centre, Casper se tenait debout, vêtu d'un t-shirt et d'un pantalon sombre, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « C'est quoi cet endroit? » a demandé Anna, sa voix résonnant dans la pièce. « Où je viens quand je n'arrive pas à dormir. Quand les pensées deviennent trop bruyantes. » Il fit un geste pour désigner la pièce. L'épuisement physique est plus facile à gérer que le bruit mental. Elle s'approcha lentement, remarquant le sac lourd dans le coin, les bandages autour de ses jointures. « Tu viens ici souvent? Plus que je ne le devrais, moins que je ne le devrais. » Casper se dirigea vers un banc contre le mur et s'assit, les avant-bras sur les genoux. « Je t'ai amené ici parce que je voulais te montrer quelque chose de réel. Pas la version de moi qui s'assoit dans les restaurants ou prend des décisions professionnelles. La version qui existe à 3 heures du matin quand je perds le contrôle. » Anna s'assit à côté de lui, assez près pour sentir la chaleur dégagée par son effort récent. « Pourquoi? Parce que tu as été honnête avec moi au sujet de tes peurs, de tes rêves, de la façon dont cette nuit t'a affecté. » Il se tourna vers elle. « Je voulais être honnête en retour pour te montrer que je ne suis pas immunisé non plus. Que survivre ne signifie pas sortir indemne. » Elle observa son profil, les traits anguleux adoucis par l'épuisement. Le sang-froid soigneusement entretenu se fissurant juste assez pour laisser apparaître la personne qui se cachait derrière. « Tu te reproches de ne pas l'avoir vu venir. »« J'aurais dû. Tu n'es pas l'omniscient, Casper. Tu es juste humain. » Il rit, mais sans humour. Les gens dans ma position ne peuvent pas se permettre d'être juste humains. Les humains font des erreurs. Les humains se font tuer. Les humains sont aussi sauvés par des serveuses qui sortent les poubelles. Anna lui prit la main, sentant la texture rugueuse des bandages. « Tu as survécu parce que je t'ai prévenu. Oui, mais aussi parce que tu m'as écouté. Parce que tu as fait confiance à quelqu'un à qui tu n'avais aucune raison de faire confiance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. » Les doigts de Casper se resserrèrent autour des siens. « J'ai passé 15 ans à construire des murs, à maintenir une distance, à ne faire confiance qu'aux personnes que j'avais testées pendant des années pour vérifier leur loyauté. » Il a croisé son regard, puis tu es apparu. Et tout ce que je pensais savoir sur la confiance est devenu sans importance. Que veux-tu dire? Je veux dire que je t'ai fait confiance immédiatement, complètement, sans hésitation ni doute. Sa voix s'abaissa.
Cela me terrifie plus que la tentative d'assassinat. Anna retint son souffle. Pourquoi? Parce que se soucier de quelqu'un te rend vulnérable. Cela donne un avantage à tes ennemis. Cela crée des points faibles dans l'armure que tu as mis des années à perfectionner. Il leva leurs mains jointes, les étudiant comme un puzzle qu'ils ne pouvaient résoudre. Et je n'arrive pas à cesser de me soucier de toi, peu importe le nombre d'arguments logiques que je peux avancer. Les mots restèrent suspendus entre eux, crus, honnêtes et impossibles à retirer. Anna se pencha vers lui, leurs épaules se touchant. Moi aussi, j'ai peur. De cela, de ce que cela signifie, de la différence entre nos vies. Nous n'avons pas besoin de trouver une réponse ce soir. Non, elle posa sa tête contre son épaule, le sentant se crisper brièvement avant de se détendre. Mais nous devrions probablement arrêter de prétendre que ce n'est que de la gratitude ou une question de circonstance. Casper passa son bras autour de ses épaules, avec précaution, timidement. Qu'est-ce que c'est alors? Anna ferma les yeux, respirant le bois de santal. La sueur est quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Je ne sais pas encore, mais c'est réel et c'est important. Ils restèrent assis ainsi dans l'entrepôt vide, l'épuisement et l'honnêteté balayant toute prétention, tandis que les lumières de la ville filtraient à travers les hautes fenêtres et créaient des ombres qui dansaient sur les tapis d'entraînement. Dehors, Torres attendait patiemment. Au-dessus d'eux, la nuit cédait lentement la place à l'aube. Et entre eux, quelque chose de frêle et d'important prenait forme. Pas exactement une histoire d'amour. Pas encore, mais une connexion, une compréhension. Le début de quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, mais auquel ils étaient tous deux trop fatigués pour résister. « Merci, dit finalement Casper, d'être venu, de m'avoir écouté, de ne pas avoir fui comme la plupart des gens l'auraient fait. » Anna sourit contre son épaule. « Où aurais-je pu fuir? Tu as des gardes qui me suivent. » Il rit, un vrai rire cette fois, surpris. « Je pourrais les rappeler. »« Ne fais pas ça. » Elle leva la tête et croisa son regard. « J'aime savoir que tu te soucies suffisamment de moi pour me protéger. » Même si c'est terrifiant, compliqué et que cela perturbe complètement ma vie normale. C'est ce que j'ai fait? Perturber ta vie normale? Complètement. Anna se leva et l'aida à se relever. Et pourtant, je ne déteste pas ça. Casper lui tint la main un instant de plus que nécessaire avant de la lâcher. Je devrais te raccompagner chez toi. Tu prends ton service dans 6 heures. Toi aussi, probablement. Des réunions importantes, l'entretien de l'Empire, quelque chose comme ça. Il l'accompagna jusqu'à la porte, éteignant les lumières au fur et à mesure. Anna, elle se retourna. Les rêves. Ils finiront par s'améliorer. Comment le sais-tu? Parce que tu n'es plus seul dans ces rêves. Son expression s'adoucit. Moi non plus. Le restaurant semblait différent maintenant. Anna ne pouvait pas dire exactement ce qui avait changé. La disposition était de la même. Le menu n'avait pas été mis à jour. Les mêmes clients demandaient les mêmes tables. Mais quelque chose de fondamental avait changé. C'était peut-être elle. Peut-être qu'une fois acquise, la conscience ne pouvait être désapprise. Elle remarqua des choses qu'elle avait négligées pendant des années. La façon dont certains clients bénéficiaient d'un traitement préférentiel sans le demander. Les salles à manger privées qui étaient toujours réservées mais rarement utilisées. Les livraisons qui arrivaient par l'entrée arrière à des heures inhabituelles, signées par la direction sans inspection. Le restaurant existait simultanément dans plusieurs mondes, servant des pâtes coûteuses à des couples en anniversaire, tout en facilitant discrètement les affaires de personnes comme Casper. Des gens dont le pouvoir opérait en coulisses, invisibles jusqu'à ce que l'on sache où chercher. Anna était en train de débarrasser la table 6 lorsque Casper arriva. En début d'après-midi, entre le déjeuner et le dîner, alors que la salle était presque vide, il choisit cette fois-ci une autre table près de la fenêtre, où la lumière du soleil illuminait la distance prudente qu'il maintenait habituellement avec le monde. Elle s'approcha avec de l'eau et un menu, professionnel malgré son pouls qui s'accélérait. « Bonjour Anna », dit-il d'une voix chaleureuse réservée aux conversations privées. « Vous avez quelques minutes ?» Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine. Miguel lui fit signe de partir et prit en charge les tables qui lui restaient. « Je suppose que oui. » Casper lui indiqua le siège en face de lui. Lorsqu'elle s'assit, il fit glisser un dossier sur la table, en papier craft non scellé, contenant des papiers qu'elle ne pouvait pas voir sans l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Des options.
Il se pencha en arrière, lui laissant le temps de réfléchir. J'ai passé ces derniers jours à réfléchir à la suite. Pour toi, pour nous, pour la suite de cet arrangement. Anna sentit son estomac se nouer. Arrangement sonnait trop clinique. Mauvais choix de mots, reconnut-il avec un léger sourire. Cette connexion, cette situation, peu importe comment on l'appelle. Elle ouvrit le dossier avec précaution. À l'intérieur, elle trouva des documents, des états financiers, des titres de propriété, des informations sur des programmes éducatifs. Son nom apparaissait sur plusieurs pages à côté de chiffres qui lui coupèrent le souffle. Casper, la première option est une compensation, dit-il d'un ton neutre. Pour m'avoir sauvé la vie, pour avoir enduré des semaines de protection rapprochée et de bouleversement de tes habitudes, pour avoir pris un risque qui aurait pu te coûter tout ce que tu as. Il désigna le document du haut. C'est une somme raisonnable compte tenu de la valeur que tu m'as apportée. Anna fixa le chiffre. Plus d'argent qu'elle ne gagnerait en 5 ans comme serveuse, peut-être 10. La deuxième option, continua Casper en désignant une autre page, est la prise en charge intégrale des frais de scolarité pour le programme de votre choix. Commerce, lettres, tout ce qui vous intéresse, sans condition. La troisième option est l'emploi. J'ai des activités commerciales légitimes qui ont besoin de personnes ayant vos capacités d'observation, de conseil en sécurité, de gestion des opérations, d'évaluation du personnel. Il la regarda dans les yeux. Vous perdez votre temps à servir des tables, Anna. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. C'est précieux. Elle ferma lentement le dossier, réfléchissant. Et si je ne veux aucune de ces options, alors vous n'en choisissez aucune. Continuez à travailler ici. Continuez à vivre votre vie. Je respecterai votre décision, quelle qu'elle soit. L'expression de Casper s'adoucit. Mais je devais vous faire cette offre. Je voulais que vous sachiez que j'apprécie ce que vous avez fait. Ce que vous avez sacrifié pour la sécurité d'un inconnu. Anna repoussa le dossier vers lui. Je ne veux pas de votre argent, Anna. Je ne veux pas être récompensée pour avoir fait ce qu'il fallait, pour avoir agi avec décence. Elle se pencha en avant, la voix ferme. Si vous me payez, cela devient une transaction. Cela réduit ce qui s'est passé à une simple question d'argent. Et ce n'était pas le cas. Casper l'observa longuement. Alors qu'était-ce? C'était un choix fait librement, sans attente de récompense. Anna soutint son regard, ce qui conduisit à quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est ce que nous sommes en train de devenir. Vous ne pouvez pas payer pour ça. Vous ne devriez pas essayer. Il retira lentement le dossier. La plupart des gens prendraient de l'argent. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Non. La voix de Casper trahissait une sorte d'admiration. Tu ne l'es vraiment pas. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le soleil de l'après-midi projetant des motifs géométriques sur leur table. D'autres clients entrèrent progressivement, le restaurant sortant de sa torpeur de midi. « Il y a quelque chose que je veux, » dit finalement Anna. « Dis-moi, l'honnêteté sur ce que tu fais, sur ce que cela signifie d'être dans ton monde. » Elle le regarda dans les yeux. « Si nous continuons à faire cela, quoi que ce soit, j'ai besoin de le comprendre. Pas la version édulcorée, la vraie. » Casper serra légèrement les mâchoires. « Ce monde n'est pas tendre, Anna. Il n'est ni romantique ni passionnant. Il est calculateur, froid et parfois cruel. Je sais, j'en ai vu les contours. » Elle tendit la main au-dessus de la table, paume vers le haut. « Mais je ne peux pas naviguer dans quelque chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas prendre de décisions éclairées sur la suite des événements si je me base sur des suppositions. » Il posa sa main dans la sienne. « Si je te montre, tu ne pourras plus l'ignorer. Je n'ai pas pu ignorer la ruelle non plus. Cela ne m'a pas empêché d'agir. » Les doigts de Casper se resserrèrent autour des siens. « D'accord, mais nous allons procéder avec prudence, progressivement. Et dès que tu voudras arrêter, tu me le diras, sans jugement, sans conséquence. » D'accord, ils leva leurs mains jointes, les examinant pensivement. « Tu me changes, tu sais, tu me fais remettre en question des choses que j'accepte depuis des années. Comme quoi? Comme le fait que le pouvoir nécessite l'isolement, que la confiance est toujours un handicap, que quelqu'un qui n'appartient pas à ce monde peut le comprendre sans être consumé par lui. » Il baissa leurs mains, mais ne lâcha pas la sienne. « Tu es une expérience, Anna Jacobs. La question à laquelle j'essaie de répondre,
Et quelle est cette question? L'expression de Casper devint sérieuse, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait qu'entrevue auparavant. Si quelqu'un comme moi mérite quelqu'un comme toi. Anna eut la gorge serrée. Ce n'est pas une question que tu devrais poser. Pourquoi? Parce qu'elle suppose que tu es moins qu'humaine, que tes choix ont effacé ta capacité à créer des liens. Elle serra sa main. Tu as pris des décisions que je n'aurais probablement pas pu prendre. Tu as fait des choses avec lesquelles je ne serais peut-être pas d'accord. Mais tu as aussi protégé des gens, tenu des promesses, fait preuve de compassion alors que tu aurais pu choisir la cruauté. Cela ne compense pas tout. Peut-être pas, mais cela signifie que tu es plus que les pires choses que tu as faites. Anna sourit doucement. Tout comme je suis plus qu'une serveuse qui a sorti les poubelles au bon moment. Casper se leva et l'aida à se relever. Ils se tenaient près l'un de l'autre dans l'espace vide entre les tables. La lumière de l'après-midi créait un monde privé au sein du restaurant public. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, » dit-il doucement. « Les personnes que j'ai éliminées, les opérations que j'ai démantelées, les choix que je fais, tout cela a des conséquences. Des conséquences réelles pour des personnes réelles. Je sais. Et tu es toujours là. Je suis toujours là. » Anna soutint son regard, non pas parce que je suis naïve quant à ce que tu fais, mais parce que je vois la personne dans son ensemble. L'homme prudent qui a écouté un avertissement. L'esprit stratégique qui a protégé un chauffeur effrayé. La personne qui vient dans les entrepôts à 3 heures du matin, parce que le contrôle a ses limites. La main de Casper se leva lentement, prudemment, lui caressant le visage avec une douceur qui contredisait tout le reste chez lui. Je ne sais pas comment cela va finir. Moi non plus. Anna se pencha vers lui, mais je suis fatigué de faire semblant que cela n'arrive pas. Il l'embrassa, doucement, timidement, comme quelqu'un qui apprend une langue dont il n'aurait jamais pensé avoir besoin. Les mains d'Anna trouvèrent ses épaules, se stabilisant contre le flot de tout ce que cela signifiait. Lorsqu'ils se séparèrent, Casper posa son front contre le sien. Cela complique les choses. Tout était déjà compliqué. « Tu as raison, » dit-il en reculant à contre-cœur alors que les autres clients les regardaient. « Je devrais y aller. Tu as un service à terminer, Casper. » Elle lui prit de la main. « Merci de m'avoir donné le choix, de respecter ma décision, d'être honnête. Merci de me voir tel que je suis et de rester malgré tout. » Il porta brièvement sa main à ses lèvres. « Un dîner demain, mais pas ici. J'aimerais beaucoup. » Il sortit par l'entrée principale, son manteau sur le bras, avec son élégance habituelle. Mais Anna vit de la différence. Le léger relâchement de ses épaules, le sourire qu'il essayait de réprimer. Miguel apparut à côté d'elle. « Cet homme est en train de tomber amoureux de toi. » Anna regarda la voiture de Casper s'éloigner. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui aussi. » Est-ce que sage? Probablement pas. Et il ramassa le dossier qu'il avait laissé derrière lui malgré son refus. Mais la sagesse n'est pas toujours le plus important. Anna se tenait dans la ruelle derrière le restaurant, un sac poubelle à la main, respirant l'air froid de février. 2 mois s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé. 2 mois d'intégration prudente dans le monde de Casper, non pas en tant qu'initié, mais en tant que personne qui comprenait les limites, qui posait des questions, qui écoutait sans juger, mais qui conservait sa propre boussole morale. Cela n'avait pas été facile. Il y avait eu des conversations qui avaient remis en question ses hypothèses, des décisions prises par Casper avec lesquelles elle n'était pas d'accord. Des moments où le fossé entre leurs expériences semblait impossible à combler. Mais il y avait aussi d'autres moments. Des dîners tranquilles où ils ne parlaient de rien d'important. Des appels téléphoniques tard dans la nuit qui duraient jusqu'à l'aube. La prise de conscience progressive que la connexion ne nécessitait pas des visions du monde identiques, mais simplement un respect mutuel et une volonté de comprendre. La porte arrière s'ouvrit. Casper apparut, vêtu d'un jean et d'un pull, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait vu depuis des semaines. « Tu es là, » dit-elle en souriant. « Tu m'as demandé de te retrouver à l'endroit où tout a commencé. » Il s'approcha lentement, les mains dans les poches. Cela semblait approprié. Anna posa le sac poubelle, n'ayant plus besoin de faire semblant. J'ai repensé à cette nuit-là, au choix que j'avais fait, à tous les petits facteurs qui avaient dû s'aligner parfaitement pour que je sois là au bon moment. « Le destin ?» demanda Casper, sceptique. « Peut-être, ou peut-être simplement la probabilité qui s'est jouée à travers des millions de moments, » dit-elle en se rapprochant de lui. « Mais j'ai réalisé quelque chose d'important.
Ce n'était pas seulement de la chance, c'était la conscience. La volonté de faire confiance à mon instinct, même lorsqu'il me menait vers quelque chose d'effrayant. Où veux-tu en venir? Anna fouilla dans la poche de son tablier et en sortit une petite enveloppe. Je donne mon préavis au restaurant. 2 semaines, l'expression de Casper se fit inquiète. Anna, si c'est à propos de l'argent que je t'ai proposé, ce n'est pas le cas. Je ne veux toujours pas de ton argent. Tu ne veux pas d'un emploi dans ton organisation? Elle lui tendit l'enveloppe. Ouvre-la. Il l'ouvrit avec précaution, révélant une lettre d'acceptation. Admission à l'université pour un programme de commerce commençant au semestre d'automne. Tu as postulé, dit-il doucement, avec une pointe de fierté dans la voix. J'ai postulé, j'ai utilisé mes propres économies pour payer les frais d'inscription, j'ai rédigé ma propre dissertation, j'ai été accepté grâce à mes propres mérites. Anna reprit la lettre, la tenant avec précaution. Mais tu avais raison sur un point. Je gaspillais mon potentiel en servant des tables. Non pas parce que le service est indigne de moi, Brian, mais parce que j'avais cessé de me lancer des défis. J'avais cessé de croire que je méritais mieux. Casper la serra contre lui, passant ses bras autour de ses épaules. Je suis fier de toi et je n'ai rien à voir avec cela. Tu y es pour tout. Anna a pressé son visage contre sa poitrine. Tu as vu en moi quelque chose que je ne voyais plus. Tu m'as rappelé que la conscience et l'instinct ont de la valeur. Que ce moment de courage peut tout changer. Ils sont restés ainsi dans la ruelle où tout avait commencé, tandis que les camions de livraison passaient en grondant, que les bruits de la cuisine filtraient à travers la porte et que la ville bougeait autour d'eux avec une inertie indifférente. Alors, que va-t-il se passer maintenant? A finalement demandé Casper. Tu vas à l'école, tu te construis une vie différente. Et nous, on en est là? Anna s'écarta suffisamment pour voir son visage. Ça dépend. Peux-tu supporter d'être avec quelqu'un qui a ses propres ambitions, ses propres objectifs, qui ne tournent pas autour de ton univers? Peux-tu supporter d'être avec quelqu'un dont l'univers comprend des choses avec lesquelles tu ne seras peut-être jamais tout à fait d'accord? Je pense que nous sommes en train de le découvrir depuis 2 mois maintenant. Elle sourit. Et nous sommes toujours là, toujours ensemble, malgré les complications. Casper lui prit doucement le visage entre ses mains. Je t'aime. Je ne l'avais pas prévu. Je ne m'y attendais pas. Mais entre les avertissements sur les armes à feu et les conversations à 3 heures du matin, c'est arrivé. Anna retint son souffle. Je t'aime aussi. Toi dans toute ta complexité, ta dangerosité et ta tendresse surprenante. Il l'embrassa dans la ruelle plus profondément qu'auparavant, avec la certitude de quelqu'un qui avait cessé de lutter contre ses sentiments. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Casper posa son front contre le sien. Nous allons devoir faire face à des défis. Des gens qui remettent en question cette relation, des situations qui mettront à l'épreuve notre capacité à faire fonctionner cette relation. Je sais, mais je veux essayer. Je veux trouver comment ton monde et le mien peuvent coexister sans que l'un ne consume l'autre. Anna acquiesça. Nous prendrons notre temps, resterons honnêtes, respecterons nos limites et continuerons à nous choisir l'un l'autre, même quand ce sera difficile. Marché conclu. Casper recula, mais sa main trouva immédiatement celle d'Anna. Allez, sortons de cette ruelle. Je connais un endroit où le café est meilleur qu'au restaurant. Montre-moi le chemin. Ils marchèrent ensemble vers sa voiture, les doigts entrelacés, tandis que l'esprit d'Anna cataloguait ce moment de la même manière qu'il avait catalogué cette première nuit. La température, la lumière, le sentiment que quelque chose se terminait et que quelque chose d'autre commençait. Griffin attendait près de la voiture et leur ouvrit la porte à tous les deux. Il fit un signe de tête à Anna, comme pour lui signifier son approbation. Alors qu'ils s'éloignaient du restaurant, Anna jeta un dernier regard vers la ruelle. L'endroit où elle avait vu quelque chose qui clochait et avait choisi de parler. Le moment qui avait tout déclenché. « Tu n'as aucun regret ?» demanda Casper en observant son reflet dans la vitre. « Pas un seul. » Elle se tourna vers lui. « J'ai sorti les poubelles et je t'ai sauvé la vie. J'ai trouvé l'amour entre le danger et les moments ordinaires. J'ai appris que le courage ne nécessite pas de certitude, juste la volonté d'agir. » Casper porta sa main à ses lèvres. La femme qui avait parlé avait tout changé d'un simple murmure. Une simple serveuse ajustant son manteau. Non. Son regard était empreint d'une certitude absolue. Jamais rien de simple.
Tu es celle qui a vu ce que les autres n'ont pas vu, qui a fait confiance à son instinct, qui a prouvé que le pouvoir ne s'affiche pas toujours. Parfois, il est discret, observateur et assez courageux pour intervenir. Anna s'appuya contre son épaule, regardant la ville défiler derrière la vitre. Quelque part devant eux, le semestre d'automne les attendait. De nouveaux défis, des chemins différents, mais aussi des possibilités, de la croissance, la chance de construire quelque chose qui honore à la fois celle qu'elle avait été et celle qu'elle était en train de devenir. Derrière eux, le restaurant devenait de plus en plus petit. La ruelle où tout avait commencé disparaissait de leur vue. Mais le choix qu'Anna avait fait cette nuit-là, le moment où elle avait décidé que la survie importait plus que le silence, continuait, se propageant, façonnant tout ce qui allait suivre. Parfois, le salut commence par remarquer ce que les autres négligent. Parfois, l'amour grandit dans l'espace entre l'avertissement et la confiance. Et parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est simplement de parler alors qu'il serait plus facile de rester silencieux. Anna avait parlé et ce faisant, elle avait sauvé plus d'une vie. Elle avait sauvé la possibilité pour deux personnes de se trouver malgré la distance qui les séparait et de choisir, contre toute logique et toute sagesse, d'essayer. C'était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'au dernier moment. C'est grâce à vous que ces histoires prennent vie. Si vous êtes prêt pour un autre voyage intense, il vous suffit de cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran. Et avant de partir, laissez un petit commentaire et notez cette histoire de 1 à 10.